Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi nombreux pour les mercredis de la supply chain avec aujourd'hui une édition consacrée au WMS. On a appelé ça les meilleurs WMS pour gérer vos flux B2C et B2B. Alors, je ne sais pas si c'est les meilleurs WMS, mais en tous les cas, ils sont certainement parmi les meilleurs, en tous les cas, disons. Et je vais leur demander de bien vouloir se présenter en commençant par Isabelle. Isabelle, bonjour. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Moi je suis toujours Isabelle Badoc en charge de... Toujours habituée du plateau de Supply Chain Village. C'est pour ça que je me permets. Donc en charge chez Generix d'animer la gamme Supply Chain Exécution qui couvre les fonctionnalités de gestion d'entrepôt, du transport, de cours, d'approvisionnement collaboratif et autres portails. Et bien sûr le WMS. Et le WMS pour la gestion de l'entrepôt, absolument. Merci Julien. Oui, bonjour, Julien Morin, directeur commercial WMS chez Mecalux. Mecalux, un acteur de la logistique qui propose des volets sur des solutions de stockage statique, des systèmes automatisés, des transstockers, des AMR et le fameux WMS dont je suis en charge qui va piloter des entrepôts manuels, robotisés ou mix d'ailleurs. D'accord, très bien, merci. Rémi. Bonjour Jean-Philippe, donc Rémi Collet, Manhattan. Manhattan, c'est un éditeur de solutions de supply chain, du magasin, donc le point of sale, la solution d'exécution magasin, l'OMS, le TMS et évidemment le WMS. Et toutes ces solutions en fait partagent la même architecture technologique qu'on a refondue il y a quelques années, une architecture cloud native sur base de microservices et d'API qui est commune donc à toutes les solutions qu'on commercialise aujourd'hui. Très bien, merci. François. François Bisbrook, BK System. Donc BK System, c'est une entreprise qui fait 7 millions de chiffre d'affaires, 70 personnes, qui existe depuis 1998 et qui adresse tout type d'entrepôts. Les clients sont aussi bien des distributeurs, des e-commerçants, mais aussi beaucoup de prestataires de services en logistique, ce qui demande beaucoup d'agilité. C'est certainement notre point fort. Voilà, on est basé à côté de Lyon, à l'est lyonnais. On a une agence dans le nord et une agence dans le sud-ouest. Voilà. Très bien, merci. Et Olivier, donc. Bonjour à tous. Donc Olivier Bernard, moi je fais partie de DSIA. Donc DSIA, c'est un éditeur de logiciels supply chain. On est aussi opérateur SaaS et on a des services BPO de DSI délégués pour nos clients. On édite 2 suites logicielles, AB Value, qui est une suite de logiciels autour du management de la performance logistique, et puis Logistar, dans lequel vous retrouvez de l'OMS, du TMS, et puis du WMS, duquel on va parler. L'actualité pour nous, c'est on est nouvellement membre, on appartient au groupe Prologistique, qui est un groupe allemand qui fait Prologistique. Prologistique, exact, Jean-Philippe. Donc, qui fait de nous le plus gros éditeur européen dans le domaine de la supply. Parfait. Bon, alors, première question, quelle définition on pourrait donner d'un WMS, Isabelle? Est-ce qu'on pourrait définir en quelque sorte les contours d'un WMS classique, disons? On va essayer de faire court quand même. Oui. C'est évidemment déjà c'est un logiciel. Donc un logiciel, son objectif, c'est de soulager l'homme dans son exécution, on va dire ses opérations et de plus en plus aussi dans sa prise de décision. Oui. C'est un des éléments forts de l'évolution au fil des années du WMS, c'est que maintenant il participe beaucoup. On lui met de l'intelligence dedans et donc il va aller simuler et aider vraiment à prendre des décisions, toujours dans l'objectif d'améliorer la performance. Quand on parle d'un entrepôt, la performance de production des opérateurs. C'est gérer un entrepôt et tout ce qui se passe à l'intérieur d'un entrepôt. Voilà, exactement. Avec donc des fonctions qu'on appelle plutôt core, qui sont comment je réceptionne, je stocke, je contrôle la qualité, je prépare, j'expédie et j'inventorie mon stock dans l'entrepôt. Et on y a ajouté au fil des années des fonctions dites étendues, d'analyse de la performance. On s'est mis aussi à travailler sur la gestion de cours, donc juste à la limite périphérie des murs de l'entrepôt. Maintenant, on fait du planning des ressources. On connecte aussi beaucoup de mécanisation. Ouais. Alors ça je dirais, c'est un petit peu la palette complète, mais tous les WMS ne font pas ça.
Je sais pas, chez BK. Alors si, on fait de la réception, Oui. du rangement. Oui, ça d'accord. Ça, on le fait. Moi, je pense qu'il y a une dimension importante aussi, c'est tout l'aspect traçabilité. Oui. Hein, donc effectivement, on va aider les gens comme vous dites, à faire de la préparation, mais également on va enregistrer toutes les opérations pour avoir une traçabilité fine. Ouais. Je pense que c'est un élément essentiel, à la fois pour tracer la marchandise et garantir ce que l'on expédie, mais également pour un suivi de toutes les opérations, toutes les interventions qui peuvent arriver, qui fait quoi, combien de temps on met, etc. Ce qui permet derrière effectivement de se mesurer également. D'accord. Olivier, peut-être un petit mot Nous, on met plutôt là, on est sur des clients en général grands comptes avec une chaîne d'appro et puis une logistique de plus en plus complexe. Et donc nous, on a beaucoup mis l'accent sur, du fait de l'activité de nos clients. Je prends par exemple un Yves Rocher en cosmétique qui va sur un même entrepôt servir des entrepôts, des magasins, du client individuel et de l'agent à partir d'un même stock. Donc ça veut dire qu'une commande elle contient de la palette, du colis et de l'UVC, et tous ces ateliers doivent interagir ensemble. Donc nous, on a beaucoup investi sur des fonctions d'ordonnancement et de pilotage, parce que aussi l'activité est de plus en plus segmentée. Si je prends Carrefour, avec le même logiciel, il va aussi bien servir des PPC à 5000 commandes jour que du magasin à 100 commandes jour. Et donc les fonctions d'ordonnancement qui permettent de découper et d'organiser l'activité pour une heure de départ donnée sont clés aujourd'hui dans les WMS, notamment en plus parce qu'il y a beaucoup d'éléments de méca ou de robotisation qui viennent se greffer sur le process. Donc à un moment, on doit découper la commande pour la rassembler à une heure donnée sur le quai d'expédition. Donc ça, c'est un élément clé sur lequel on a beaucoup travaillé. Et puis ensuite, les aspects de pilotage, comme disait François, à un moment, je dois distribuer le travail de manière intelligente, de manière optimisée, pour que tous ces morceaux de commande se retrouvent bien à la bonne heure sur le quai d'expédition. Et puis le dernier point, c'est l'aspect data, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de décisionnels temps réel. Et nous, on a fait le choix notamment d'investir sur les solutions de Google Cloud pour tout l'aspect décisionnel. Donc le WMS nourrit ce cloud pour ce qui facilite la vie quand on veut intégrer des moteurs d'IA, notamment par exemple sur le slotting ou sur l'affectation des ressources. Donc voilà, c'est les grands pans sur lesquels on a, nous, investi ces dernières années sur le WMS. Merci. Rémi, est-ce qu'on peut donner une définition un petit peu standard? Enfin, quelle est la définition que Manhattan pourrait donner de Oui, alors on l'a vu, il y a eu WMS? du chemin en fait parcouru entre le WMS qui gère les 4 murs de l'entrepôt, son stock, les opérateurs à l'intérieur pour faire des opérations de réception, de mise en stock, de préparation. Pourquoi en fait? Parce que le WMS, c'est aujourd'hui le garant du respect de la promesse qui est donnée par les opérations à leurs clients. Donc tout ce qu'on a évoqué, l'intelligence, l'ordonnancement, le pilotage, le juste à temps, tous ces éléments-là, en fait, ils viennent à garantir le respect du taux de service, le respect de la promesse que je donne à mes clients. Et la sophistication qu'on a évoquée, changement de passage d'une commande palette complète à de la préparation de précision, enfin de la logistique de précision à la pièce, c'est aussi parce que le niveau de service qui est apporté par les entrepôts à tous les clients en fait, internes ou externes, il a augmenté. Donc il y a plus de sophistication, plus de process qui deviennent couverts par le WMS. La gestion des retours, par exemple, qui explose avec notamment l'e-commerce, tout ce qui est co-packing, la différenciation retardée, services à valeur ajoutée. L'entrepôt devient un centre de service, le WMS doit se mettre à disposition pour réaliser ces process. Oui. Et enfin, donc, Julien, donc Mécalux, qui ne fait pas que du rayonnage et que de la méca, mais qui fait aussi un WMS. Quelle définition vous pourriez en donner? Pour moi, en fait, le WMS, ça va être un petit peu le chef d'orchestre de l'entrepôt qui va permettre de piloter avec tout ce qu'on a dit sur l'ordonnancement de commandes automatiques, sur différentes zones de l'entrepôt, d'automatiser certains process d'impression d'étiquettes transporteurs pour le e-commerce, par exemple, de prioriser des commandes d'Amazon Prime ou selon des cut-off transporteurs. Mais plus que des
fonctionnalités, parce qu'au final, toutes ces fonctionnalités, on va les retrouver un petit peu partout. La réorganisation via du slotting qu'on disait, parce qu'aujourd'hui, une entreprise textile ne fait pas de la réorganisation 2 fois par an, comme c'était le cas il y a 5-6 ans. C'est de la réorganisation qui se fait 4, 5, 6 fois par an. Et ils ont besoin d'outils pour les aider à réorganiser. Mais ce que je veux dire, c'est que plus que des fonctionnalités, au final, ça va être aussi la gestion de projet qui va être importante. Parce que mettre un WMS, le meilleur qui soit, sur des process bancals, ça va faire de toute façon un WMS bancal. Donc ce qui est important, c'est vraiment l'analyse de l'équipe projet qui va permettre de voir comment on peut standardiser, comment on peut challenger le client et standardiser des process pour justement que le WMS soit le plus performant possible. D'accord. On va voir comment on peut, si on peut, segmenter en quelque sorte les outils pour voir quel outil correspond à quel besoin. Moi, j'avais envie de vous poser une première question. Il y a quelque temps encore, il y avait des directions informatiques qui développaient leurs propres outils. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que vous vous êtes confronté à ça? Et est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises ne s'embêtent plus à développer leur propre WMS? Est-ce que systématiquement, on s'oriente vers un outil du marché, un logiciel du marché? Vous souhaitez répondre? Nous, ce qu'on constate en tout cas, c'est que de plus en plus les entreprises, je dirais 90% des entreprises s'orientent vers des solutions de marché c'est ça, ouais. sur la partie WMS, ce qui peut rester encore un peu stratégique entre guillemets chez certains clients, notamment dans le e-commerce, c'est la brique OMS parce qu'elle est un peu clé pour dispatcher les lignes de commande entre les différentes entités, et puis il y a une connotation commerciale. Donc ça peut encore être développé en interne quand interne, quand le WMS n'intègre pas cette fonction, par exemple. D'accord. En général, c'est un module à part entière qui est connecté avec le WMS. Mais, sur la partie WMS, je ne pense plus qu'il y ait beaucoup de clients à investir sur du in-house. La question, elle se pose un peu... voilà, Amazon, par exemple, est un exemple de société qui a internalisé ce développement. Donc, pas mal d'e-commerçants qui sont avant tout des boîtes de technologie. Elles ont leur propre outil, leur propre site web, etc. Donc, cette question se pose pour eux. Ils ont les équipes. Maintenant, elle est souvent répondue par la négative, entre guillemets, de la pertinence de développer en interne quelque chose qui existe. Voilà, tous les intervenants autour de cette table, ils sont installés depuis longtemps. Il n'y a pas beaucoup de start-up sur le segment de WMS. Il y a une raison, c'est que ce n'est pas simple à développer. Donc pourquoi s'engager dans un projet de développement en interne qui va durer des années? Il y avait la question de la pérennité du système. Souvent, quand le développeur s'en allait, ça pose problème. C'est souvent, on intervient souvent dans ce cas-là, où on dit, oh là, notre développeur en chef s'en va à la retraite dans 6 mois, il faut mettre quelque chose, quoi. Si bien un éditeur et un logiciel du marché, c'est pas forcément figé et on est toujours amené à accompagner nos clients pour suivre l'évolution de leur business. Ils n'ont pas nécessairement besoin de faire un développement maison dans leur coin. Par contre, ils sont donneurs d'ordre, ils peuvent nous aider, concevoir des réponses à leurs besoins particuliers que nous, on va intégrer dans le code du logiciel, soit de manière spécifique, si on estime que le reste du marché ne sera jamais intéressé par la fonction, soit au contraire en enrichissant le logiciel standard pour le bénéfice de la communauté des utilisateurs. Et c'est beaucoup comme ça que l'on peut faire évoluer les WMS en s'appuyant sur nos clients qui, eux, sont sur la dalle et face aux besoins du quotidien. Quand on livre des centaines de clients, bien sûr que nos petits cerveaux ne peuvent pas assez rapidement détecter tous ces besoins. Et après, on voit des tendances au regard, au travers des demandes qui deviennent récurrentes et des tendances qu'on observe dans les études et les analyses. Et là, ça nous permet de construire une roadmap collaborative avec notre communauté de clients, souvent par industrie d'ailleurs, puisque les besoins peuvent diverger par industrie. Donc, finalement, c'est pas du maison, mais c'est la conception intégrée dans un standard, notamment pour les raisons que tu disais, de pérennité, de coûts. On est passé aussi au mode SaaS où les sociétés ne veulent même plus s'embêter avec le hardware, l'exploitation physique des machines. Et finalement, on développe des services et en plus, on les exploite au quotidien en garantissant ce qu'on appelle un SLS. On garantit que ça marche, que l'entrepôt, il faut que ça tourne. Il ne faut
pas qu'il s'arrête. Là, il y a un enjeu de performance ouais. et de continuité aussi, en plus de la fonction. Alors, je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut segmenter en fait les outils? Alors, pour prendre un exemple, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des WMS qui s'adaptent très bien aux besoins de petites entreprises, de PME, et d'autres qui sont destinés, je dirais, presque exclusivement aux grandes? Est-ce qu'il y a une segmentation par taille d'entreprise, autrement dit? Un des problèmes que va rencontrer une petite entreprise, c'est que souvent elle a les mêmes problèmes que les grands. Oui. C'est pas parce que vous avez... Mais elle n'a pas les mêmes moyens, par contre. Exactement. Donc là, c'est là où on va segmenter, je dirais, les solutions, où certaines solutions vont pouvoir être plus attractives, où la manière d'acheter le logiciel peut être différente. C'est-à-dire, de la location, ça passe peut-être plus facilement que de l'investissement. Et donc, et pourtant, ces gens-là, ils ont de la traçabilité, ils ont peut-être de nombreuses références, ils ont toutes ces problématiques-là. Donc, la problématique, elle est fondamentale par rapport à la structure d'un entrepôt. Un entrepôt, il se gère de la même manière qu'il fasse 100 000 mètres carrés ou 3 000. Mais quand tu as créé BK System, tu t'es pas dit je vais m'attaquer au CAC 40. Tu t'es dit non, plutôt... je m'attaque toujours pas au CAC 40. Ouais. Donc on n'est pas fait pour répondre à ces domaines-là. D'abord parce que ces gens-là vont chercher des entreprises qui sont plutôt à leur dimension. Nous, on est très agile chez plutôt les prestataires. Ouais. Parce que ils vont avoir besoin de démarrer extrêmement vite. Et puis je viens de ce milieu-là. Donc nous, la conception, c'est vraiment, on s'est mis dans la peau de je suis un prestataire, qu'est-ce que j'ai besoin et comment je dois fonctionner. Donc c'est ça, c'est pour ça aussi qu'il est certainement notre outil Speed bien perçu pour ça. Speed, qui était d'ailleurs dans son appellation une solution qui était censée se mettre en place rapidement. C'est toujours le cas, si on veut. Après, on a, selon la méthodologie et je dirais la maturité du client et des problématiques, on va être capable d'adapter la méthodologie à faire des choses très très simples et peut-être en mode un peu directif, parce qu'on arrive dans des entreprises où la logistique, c'est pas forcément un savoir-faire et ils sont pas toujours très pertinents. Et nous, on va arriver avec de l'expérience, une vision des choses qui va permettre d'installer quelque chose très vite, un peu en mode corps modèle. Allez, on installe ça et ça peut aller en quelques jours, on peut arriver à mettre en place quelque chose. Et puis, dans d'autres cas, on est dans des besoins beaucoup plus sophistiqués où il va falloir réfléchir finement parce qu'il y a de la mécanisation, parce qu'il y a de la RFID, parce qu'il y a de la volumétrie, il y a des enjeux peut-être plus importants aussi. Et à ce moment-là, on va mettre en place une méthodologie beaucoup plus structurée qui va nous amener à définir exactement ce qu'on veut et puis à une validation, une mise en place, une validation du système et un accompagnement certainement beaucoup plus important. Peut-être une solution, c'est aussi de phaser le projet. C'est vrai que les besoins corps qu'on disait sont nécessaires dans toutes les entreprises. Oui. Maintenant, quand on parlait de la gestion de la cour, on parlait du slotting, on parlait de la gestion des ressources humaines, c'est peut-être des choses qui peuvent être mises dans une phase 2. La priorité, c'est je digitalise ma logistique et ensuite on va mettre en phase 2, peut-être 2-3 ans après, d'autres fonctionnalités et donc de lisser le coût de l'installation d'une solution, comme vous disiez, sur les plus petites entreprises. Et souvent, on voit quand même des prérequis fonctionnels qui diffèrent si on est sur un projet primo-accédant WMS et une migration WMS d'une solution déjà installée, où là, l'entreprise a grossi et va demander d'aller un petit peu plus loin sur des points particuliers, par exemple. Oui. Olivier. Je rejoins un peu François là, sur l'aspect segmentation. DSIA, c'est une société aussi qui vient aussi de l'univers des 3PL. Est-ce que ça, je dirais, c'est ancré dans l'ADN de l'entreprise? Et comment l'entreprise fait pour justement s'adapter à d'autres besoins que les besoins des 3PL? Nous, on vient, effectivement, on a été créé dans un groupe logistique et notre ADN est aussi très retail. Et en termes de segmentation, par expérience qu'on a appris aussi, c'est que
dans le monde du WMS, que ce soit une PME, une grande entreprise, effectivement, on rentre des produits, on les stocke, on les prépare et puis on les expédie. Donc une petite entreprise a les mêmes besoins qu'une grande. Simplement, peut-être là où il y a une segmentation, c'est soit sur l'amont, sur la production, parce que servir un ordre de fabrication, c'est pas pareil que de préparer une commande. Et aussi dans l'univers magasin, c'est-à-dire ce qu'on a appris sur le e-commerce, notamment avec Carrefour, c'est que la cohabitation d'un stock d'un stock dédié à du e-commerce avec le stock du consommateur peut impliquer un contour du WMS qui est un peu différent, y compris dans l'interaction avec les systèmes commerciaux, notamment des appels web services pour aller interroger le système caisse, pour interroger le stock du magasin, etc. Donc là, il y a peut-être des contours qui sont très différents entre un WMS de distribution, un WMS de préparation de commandes en magasin, et peut-être un WMS dans un univers d'usine, production. Mais je ne pense pas que ce soit une segmentation PME. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, de plus en plus, on retrouve dans le même entrepôt tous les métiers. Des gens qui vont alimenter des distributeurs des pays, des gens qui vont alimenter des boutiques, des gens qui vont faire du e-commerce. Et tout ça doit vivre ensemble, avec un mode de... Enfin, l'analyse des commandes est important à ce moment-là pour savoir quels sont les processus qu'on va mettre en place. Parce qu'une commande qui va faire 20 mètres cubes, on ne va pas la préparer de la même manière qu'une commande mono-référence, ou même s'il y a 2-3 pièces. Donc, c'est là où le WMS a évolué depuis l'époque, la grande époque des années 90, où on préparait à la palette au colis, et c'était des commandes qui alimentaient des commandes de 2-3 mètres cubes. Le e-commerce et le downsizing, on va dire, des commandes, a révolutionné les processus de l'entrepôt. Il a fallu être capable de traiter toutes ces natures de flux et de bien envoyer les commandes dans le bon circuit pour travailler comme il faut, tout en ayant une productivité efficace. Parce que c'était ça aussi, les modes de préparation ont complètement changé. Pardon. Non, vas-y, rebondis. Rebondis. Alors oui, en fait, c'est exactement ça. Et ce qui a, je trouve, beaucoup fait évoluer, au-delà de l'adaptation e-commerce et à ces process de préparation unitaires, c'est aussi le fait de ne plus pouvoir anticiper comme on le faisait quand on avait 5 jours, allez, 5 jours encore, c'était court déjà, pour livrer les commandes. En termes de logiciel, on a eu besoin d'un coup de reprendre la main sur la capacité de projeter ou de très vite analyser un portefeuille de commandes pour déclencher des préparations. Sur un site e-commerce, ça se fait plusieurs fois par jour, voire toutes les heures, voire chez certains de nos confrères au fil de l'eau. Et donc, il y a eu ça a été ça vraiment, je pense, une des grosses révolutions du besoin fonctionnel. Un industriel qui livre avec 10 jours de délai, il n'aura pas les mêmes besoins. Et là, je ne parle pas de comment on prépare les commandes. Je parle de la performance de réactivité, d'anticipation, d'analyse, aussi pour la gestion des ressources, puisque on veut être hyper réactive, sauf que les gens, il faut bien leur dire quelques jours à l'avance quand est-ce qu'ils viennent travailler, à quelle heure ils finissent. Sinon, ils n'ont plus de vie privée. Alors, voilà. Et donc là, on a quand même un enjeu d'apporter de la visibilité, du confort, de l'anticipation pour bien organiser les outils de production. Dans un univers où en plus on peut avoir un camion en retard. Alors parce que je dis encore, il y a traiter les commandes et puis après il y a les aléas. L'entrepôt il est au cœur de la supply chain, donc il subit tous les aléas amont, aval et il doit s'adapter en permanence à ça. Donc ça aussi c'est peut-être plus que la taille de la société, un besoin fort à définir en fonction de son propre business. Et donc ça implique évidemment la gestion des hommes, enfin des équipes. Ah mais complètement, oui, puisque ta workforce, elle est aujourd'hui encore en entrepôt, même dans des entrepôts 10-100% mécanisés, il y a encore une partie de certaines fonctions déjà qui ne peuvent pas être mécanisées, ou des dimensions de colis, ou une partie du flux intermarché
Intermarché disait ça là, dans son site d'Herbré, c'est 90% du flux qui est 100% automatisé. Mais il y a quand même 10% qui est encore géré à la mano. Ouais. Et ces 10% pour les magasins, c'est pas parce que ces 10%, on ne va pas les livrer 2 jours plus tard. Il faut les livrer comme les restes. Quoi. Donc il y a C'est vrai que tout est automatisable, mais après, c'est à quel prix? Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours le 20-80 qui est là. Et c'est vrai que d'où l'importance du WMS, quand tu disais la gestion des ressources, on a des piles d'activité, on le voit bien. Et c'est vrai que le WMS, quel qu'il soit, le fait d'avoir mis en place des process fait que la formation et savoir où se trouvent les produits se fait en quelques minutes, contre plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certains cas. Donc c'est vrai que cette gestion a été facilitée, alors après il y a toujours des problèmes de recrutement, c'est un autre sujet, mais ça a été facilité par le fait d'avoir un outil, un support, comme tu disais au tout départ, qui va m'aider à préparer, et donc les formations se font très rapidement. Oui, un enjeu sur l'ergonomie et la montée en compétences des opérateurs qui est énorme. Ouais. C'est vraiment nos cahiers des charges, Oui, j'imagine, à bon, on a tous les mêmes, ouais. actuels. Quoi, hein, montée en performance Et des comme le accélérations. disait François, c'est pas propre à grand compte ou une petite structure en fait. Ces besoins-là, ils sont partout. Donc ce qu'on voit sur des comptes plus petits, c'est finalement presque un besoin de polyvalence supérieure. L'effectif ne permet pas forcément d'avoir des rôles dédiés en fonction des activités. Donc dans les critères de sélection, la partie ergonomie, prise en main, devient encore plus importante certainement que sur des plus grosses structures. L'autre élément, c'est l'autonomisation possible des équipes dans leur maintenance au quotidien des process entrepôts et leur capacité à s'ajuster et à être agile, soit par le support de l'éditeur, soit de manière autonome. Et ces petits acteurs aussi ont tendance à venir chercher, comme le disait François d'ailleurs, le rôle prescripteur de l'éditeur. Ils achètent aussi, entre guillemets, des process éprouvés dans l'industrie, chez leurs concurrents ou collègues. Et c'est là où la solution, et comme le disait Julien tout à l'heure, l'éditeur et l'accompagnement projet qui est fait, c'est aussi un critère très important du choix du WMS. Donc pas seulement ses capacités, mais finalement qu'est-ce qu'en font les acteurs du marché. Le cahier des charges, est-ce que c'est important, la définition du besoin? Est-ce que lorsque vous rencontrez un client, vous avez le sentiment qu'il a bien fait le tour de la question et qu'il a bien compris sa problématique? Alors, nos prospects, en fait, ils sont assez forts sur l'identification finalement de tous leurs besoins potentiels. Oui. Je pense que ça, malheureusement, on le vit. Et c'est vrai que parfois, en fait, peut-être ce qui manque, c'est l'identification de ce qui est le plus important, le plus différenciant. Et on a évoqué au début de l'entretien, enfin de la table ronde, toutes les fonctions supplémentaires hors du corps modèle. Du corps WMS, c'est peut-être un peu moins important par moment. Il faut savoir être fort sur les basiques. Et en revanche, il y a peut-être des fonctions qui ont l'air annexes. On parlait des retours tout à l'heure, et qui, dans un contexte donné, deviennent critiques. Et donc là, on doit augmenter finalement la pondération. Par exemple la gestion des retours sur certains dossiers, c'est 30%, on peut avoir 30% de retours. Donc, et comme c'est du traitement unitaire, finalement, quand même on regarde en nombre d'heures passées dans l'entrepôt, ça peut être 40-50% des heures finalement passées sur la fonction retour. Ouais. Donc forcément, chaque... On parlait de l'OMS aussi, c'est quelque chose qui est important. Enfin, on vous demande souvent ça Nous, on est convaincus de ça. On a mis une solution sur la même architecture, c'est pour qu'elles puissent se parler, interagir et finalement optimiser. On le voit en fait de plus en plus. Le WMS et le TMS, le WMS, TMS et l'OMS, ils ont besoin d'être capables d'échanger en temps réel et d'avoir la même vision de la réalité en temps réel pour prendre des décisions le plus éclairées possible. Donc on s'écarte de plus en plus des systèmes de batch qui étaient générés la nuit et descendaient des commandes pour pouvoir être de plus en plus réactifs. Et cette transformation, elle va aussi arriver sur le planning potentiellement. Le planning, ça reste un système aujourd'hui majoritairement batch, du coup, qui n'a pas connaissance en fait du temps réel, des capacités de mes sites, des capacités de transport, sentir la demande temps réel sur l'OMS. Et ça va venir aussi. Le besoin de rapprocher ces solutions. Donc on est convaincu de cette... C'est ça la grande évolution aujourd'hui que vous... Une des grandes évolutions, certainement. La grande évolution, c'est que le monde de la logistique
se met à devoir planifier. Et alors, vraiment au balbutiement, c'était un monde d'exécution, Oui. voilà, beaucoup de demandes, de temps réel, de dynamique, je vais gérer, savoir tel aléa. Mais finalement, c'est très bien de pouvoir d'envoyer au feu en permanence les collaborateurs de l'entrepôt parce qu'on a l'info que tel camion est en retard, alors on va tout réorganiser, la préparation pour ne pas bloquer les quais. Mais si on a mal dimensionné les quais, les commandes qu'on pouvait supporter en réception, en préparation, en fonction de le temps qu'on va mettre à les préparer. Si on n'a pas les bonnes ressources, si on n'a pas fait la bonne maintenance d'un système mécanisé, qu'on a un risque qui tombe en panne. Si on ne sait pas planifier tout ça, finalement, on se met dans le corner en permanence parce qu'on n'a pas bien dimensionné les moyens de production. Tu veux dire que la planification, Oui. c'était plutôt le précaré, je dirais, du stratégique ou du tactique, et là, ça descend sur les opérations, Je c'est dis ça? pas ça, je dis que c'était pas fait en logistique. C'est fait dans l'industrie pour la Oui. fabrication Oui. depuis toujours. On Oui. commande les matières premières, on veut gérer les runs, planifier pour que ce soit le plus optimal. Et cette discipline de planification Oui. est en train de descendre dans le monde de la logistique. C'est balbutiant, beaucoup de tentatives, beaucoup de sociétés de conseil même qui aident, qui accompagnent en ce moment c'est pas les logisticiens, c'est pas que les prestataires logistiques, c'est les directions supply chain, les directions logistiques, les patrons de sites, à essayer d'anticiper et d'avoir des outils de planification pour sécuriser qu'on aura les moyens de réaliser les flux qu'on va finalement accepter. À l'intérieur de l'entrepôt et sur le multidépôt, d'où l'importance de l'OMS, de pouvoir se dire j'ai un problème sur l'entrepôt par rapport à un problème de production, je vais basculer les commandes à préparer sur mon deuxième entrepôt. Donc c'est vrai que l'avantage, on s'écarte un petit peu du sujet parce qu'on était sur le WMS qui ordonne dans l'entrepôt et qui anticipe les problèmes, mais c'est vrai que quand on est sur du multi-site, l'avantage de coupler le WMS et l'OMS, c'est de pouvoir anticiper et ordonnancer entre deux entrepôts pour éviter, limiter les erreurs au final, parce que notre métier, c'est essayer de régler les problèmes, les cailloux dans la logistique, parce que quand tout va bien, ça va, et le jour où il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, enfin, ça peut avoir des impacts sur les coûts. Je bascule la commande qui devait partir de Lyon à Marseille, je la mets sur Lille. Les coûts de transport, c'est pas les mêmes. C'est ça. On nous demande de calculer, c'est comme pour le slotting. On refait tout dans l'entrepôt, sauf que si on s'arrête 2 jours pour tout restocker différemment, ça va coûter trop cher. Donc, Sur la partie planification, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, avant, quand on avait même du A pour B, en préparation, on avait la capacité de mettre des temps standards et de dire demain, il me faut 5 personnes. Maintenant, Black Friday, vous ne savez pas combien vous allez prendre de commandes dans la vue. Ouais. Et donc, l'enjeu, il est à la fois sur la capacité à peut-être migrer des ressources de la partie réception-retour, allez hop, on les met tous en préparation, en ramasse, d'accord ? C'est aussi du recrutement de personnel où c'est compliqué. Et là, le WMS, nous, on est par exemple sur la région de Saint-Quentin, dans un bassin d'emploi extrêmement tendu, tout le monde se tire la bourre pour récupérer les gens. Les gens choisissent la boutique dans laquelle ils veulent aller. Le WMS est essentiel parce que si les gens aiment la solution, ils vont venir bosser avec le WMS. attractif, ouais. Voilà. Et donc, après, c'est toute la partie, je mesure où j'en suis, combien il me reste à faire, et je fais du variable, j'ajuste mes ressources pour arriver à répondre aux besoins. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dès maintenant et que nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre à la fin du débat. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le mode SaaS. Est-ce que le mode SaaS, c'est le standard aujourd'hui? Est-ce que tout le monde veut du SaaS ou on achète encore du logiciel? Comment ça se passe? Chez nous, c'est 3 projets sur 4 qui est en mode SaaS. Donc la tendance 20 sur le SaaS. Et on a même des clients qui avaient choisi du on-prem il y a 4-5 ans et qui souhaitent migrer. La principale raison qu'on nous donne, c'est le souhait d'externaliser la gestion de sécurité des données. Par contre, il y a toujours ce quart. C'est pour ça que le 100% SaaS, moi, j'y crois pas. Il y a toujours un quart, chez nous c'est un quart, mais une tendance qui va rester. Alors, soit sur des secteurs particuliers de l'aéronautique ou le service public, soit on le voit, des sociétés en fait qui ont cet aspect. Alors, mis à part ceux qui veulent garder les données chez eux, c'est encore une minorité, mais il y en a encore un certain. Mais sinon, c'est un choix de se dire, je préfère avoir un investissement logiciel, WMS, ERP ou autre,
plutôt que d'avoir une charge avec un récurrent sur le SaaS. Donc il y a quand même un aspect financier pour certaines PME qui est important et qui souhaitent garder du on-premise. Nous, on est sur un double modèle, en fait. Ouais. On peut soit héberger, le client héberge sa solution, soit on l'héberge nous, et il peut acheter ou louer. Donc en fait, avec ce tableau, on fait ce qu'on veut. Et donc, c'est pas rare de voir des gens qui, pour démarrer, partent en mode location, et puis finalement, disent au bout d'un moment, c'est bon, j'achète. Voilà. Rarement le contraire d'ailleurs, parce que c'est vrai que le SaaS coûte un peu cher. Vous finissez par payer plusieurs fois. Après, ça dépend comment on le voit. Nous, on a toujours fait du SaaS depuis notre création dans les années 80. Donc effectivement, à cette époque-là, c'était un peu... on n'avait pas que des amis côté DSI, puisque c'était l'époque où j'ai une logique d'investissement, j'achète, j'ai mes machines, j'ai mon logiciel, et j'opère tout ça avec mes équipes. Depuis quelques années, ça rentre quand même Dans les mœurs. dans les mœurs. Clairement. Et après, la question de l'analyse économique, ça dépend ce qu'on regarde. C'est-à-dire que avoir des machines à soi, avoir des gens pour les opérer, ça a un coût aussi. Je ne parle pas des machines, je parle des licences. Ou des licences. Après, il y a un modèle économique de location qui est à peu près le même, que ce soit pour une voiture, un système d'information. L'intérêt du SaaS, c'est quand même la variabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'arrête un entrepôt, je coupe les coûts associés à cet entrepôt, puisque il y a des contrats quand même, non? Il y a des contrats, mais à l'intérieur d'un contrat, il y a de la variabilité sur le périmètre. Il y a aussi de l'enclenchement de dépenses uniquement quand on met en opération. Donc il y a un certain nombre de variables économiques qui sont quand même intéressantes pour le client. Bon, de toute façon, les avantages du SaaS, on les connaît tous et c'est pour ça que la tendance est liée. C'est juste qu'il y a de temps en temps des petites exceptions, mais en tout cas, c'est sûr que la tendance, elle est très clairement sur du SaaS aujourd'hui. Générique, vous êtes... Oui, il y a certains services qui... quand on parle de SaaS, on met beaucoup de choses là-dedans. Ça peut être effectivement des licences louées et dont on va assurer l'hébergement avec un SLA. Pour moi, l'intérêt du SaaS, c'est ça, c'est le niveau de service sur lequel on s'engage contractuellement et pour lequel, à un rythme, celui qu'on veut, on délivre des indicateurs de performance à son client. Voilà. Ça, pour moi, c'est majeur. Et effectivement, une collaboration pour aller travailler sur des optimisations, de l'enregistrement fonctionnel. Enfin, voilà, on est vraiment dans un mode software as a service, en collaboration. On pilote ça avec le client. Mais il y a aussi certaines fonctionnalités, et pas encore beaucoup, personne n'a prononcé les deux lettres magiques. Ça, je suis très étonnée. Je vais pas. Voilà, chaque fois, il faut attendre le premier. C'est l'habitude, on parle que de ça dès la première phrase, mais bon, il y a certains services basés, qui nécessitent énormément de capacité machine pour pouvoir être exécutés dans des temps industriels, des temps qui correspondent aux attentes d'exécution qu'on peut avoir en entrepôt. Et là, on a besoin forcément d'aller chercher de la capacité élastique, comme tu disais, quand on en a besoin, on consomme, on paye, et puis quand on consomme plus, on éteint tout. Aller faire des prévisions pour les 3 prochaines semaines, une fois par semaine, on n'a pas besoin que le service soit allumé tout le temps. Donc ça, c'est clé, et c'est une des offres du cloud public notamment, puisqu'ils ont des services où effectivement on peut arrêter comme on veut et payer à la consommation de l'infra. Et ça nous permet de déployer certains process qui ne seraient pas installables chez des clients. Ou alors, à des coûts, il faudrait dimensionner les serveurs pour le pic. Chez Manhattan, c'est quoi? C'est 80-20 à peu près, non? Aujourd'hui, les nouvelles licences, c'est moins de 3% de notre revenu. Ah oui, moins de software. 3%. Donc le choix, il a été assez radical chez nos clients. Comme le disait Isabelle, c'est vrai que notre solution phare, elle est sur le cloud public aussi pour ça, en fait, pour ses capacités technologiques, l'élasticité. On évoquait tout à l'heure le Black Friday. On a des clients qui, même en moyenne sur la plateforme l'an dernier, Black Friday, on a fait 5 fois plus de commandes que la veille.
Et ça, c'est au global sur la plateforme. Ouais. Donc certains clients, ils prennent un x10, x15, x20. Et donc évidemment, le dimensionnement de l'architecture, il doit se faire en temps réel. Donc c'est là où les capacités du cloud sont utiles. Et les investissements sur l'IA notamment, qui sont importants, massifs, et qui sont plus simples si on a une solution SaaS. L'autre élément, c'est aussi que cette solution, elle est toujours à jour. Donc tous nos clients aujourd'hui qui ont le WMS Manhattan sont sur la même version. Bénéficient de l'innovation de Manhattan. Là où, dans le cycle on-prem, c'était des projets de montée de version, plus ou moins compliqués en fonction de... mais des projets quand même. Et avec une valeur pas forcément avérée, donc qui n'était pas toujours fait régulièrement. Et ça change complètement la donne. Aujourd'hui, les clients qui sont... depuis 3 à 4 ans sur le WMS, ils ont eu 15, 16 versions majeures qui leur ont été livrées, donc de l'innovation. Et ça, pour le coup, c'est aussi ça qu'ils achètent dans le WMS de Manhattan. On va regarder si on a des questions. Je me tourne vers Hervé en régie. Hervé, bonjour. A-t-on des questions? De nombreuses questions, j'espère. Bonjour Jean-Philippe et bonjour à tous. Pour commencer, une question concernant la stratégie de déploiement si on a des dizaines de sites. Quelles sont vos recommandations? Option A, un site qu'on optimise à fond, puis ensuite on déploie un par un. Option B, on construit un corps modèle qu'on déploie rapidement sur tous les sites. Alors... Je veux bien prendre. C'est une très bonne question. Alors, on ne peut pas répondre comme ça trop rapidement, mais moi, j'aime pas trop l'effet tunnel. Le fait de se dire, on essaie de définir quelque chose qui répond aux besoins de tout mon réseau. C'est pas forcément une bonne idée. On évoquait l'idée aussi de solutions qui évoluent avec les besoins du client. Donc s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue dès le choix du premier site et d'engager le projet dans ce mindset, c'est à mon avis un facteur clé de succès important. Ouais. Donc travailler sur un site qui est représentatif, qui n'est pas trop petit, qui est un exemple, entre guillemets, qui a une bonne réputation dans le réseau, parce qu'une fois que celui-là est fait, les autres vont suivre, et ça va avoir un impact d'entraînement important. Mais en revanche, prévoir que dès qu'on est en production, on enclenche l'amélioration continue et le rétrofit, et que c'est pas la fin. Et c'est pas forcément facile à vendre aux opérateurs. C'est vrai que souvent, aux opérationnels, souvent on fait un projet, on déploie un site et ils ont l'impression qu'on va partir pour faire le prochain et qu'on va pas les écouter sur les remontées d'expérience. Cette phase-là, elle est clé. On a démarré un site et on écoute pour améliorer pour le prochain. Donc s'il faut créer un effet d'attente, de pause ou tunnel, c'est plutôt entre le 1 et le 2 que entre le 0 et le 1, à mon avis. D'accord. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, après, c'est les ressources côté client. Vous avez certaines demandes où on nous demande de Mekalux mettre en place les 10 entrepôts. Et dans certains cas, c'est de dire, vous m'accompagnez sur 1 ou 2 sites. J'ai ensuite la connaissance pour paramétrer moi-même, configurer le WMS, pour ensuite être autonome sur les sites complémentaires. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est quand on a les ressources en interne, d'un accompagnement qui peut évoluer au final, et ensuite de garder l'autonomie pour le faire soi-même. Vos clients en général, c'est des gens qui ont déjà les rayonnages Mekalux et qui achètent le WMS après ou Non, j'ai pas de chiffre en tête, mais c'est peut-être 40% des gens qui ont déjà du rayonnage ou 50% des gens qui ont du rayonnage. C'est pas 90%. Aujourd'hui, on nous contacte parce qu'on va travailler sur le marketing, le web, mais pas nécessairement. Parce qu'au final, du rayonnage, ça reste une solution statique au final. Hervé ? Dans vos WMS respectifs, comment les fonctionnalités B2C se distinguent-elles par rapport aux fonctionnalités B2B? Quelles sont les fonctionnalités, éventuellement les nouvelles fonctionnalités, totalement dédiées au B2C dans vos WMS? Alors, très bonne question. Qui souhaite répondre? Le B2C, si on parle de e-commerce, c'est les petites commandes. Donc, c'est tous ces processus qui visent à massifier la ramasse. Ce qui coûte cher dans l'entrepôt, c'est de circuler. Donc on va essayer de limiter la circulation et donc on va passer qu'une fois dans une allée pour ramasser tout ce qu'on a besoin pour la préparation, pour un lot de préparation, et ensuite on va, soit si c'est de la monocommande, faire des commandes directement avec ce qu'on a ramassé en flashant simplement les articles, sortir l'étiquette et ça part,
Ou alors on va faire une ramasse dans des systèmes de répartition à base de pick-to-light, Et ça cohabite dans le même outil alors? Bien sûr, Ouais, oui, oui, forcément. Parce C'est un moteur d'ordonnancement qui offre plusieurs options En sur fait, un portefeuille de commandes. c'est pas tellement lié au fait que ce soit du B2C ou du B2B, c'est lié à la structure de la commande. Est-ce que la commande, c'est une petite commande, 3 pièces, on ne va pas envoyer quelqu'un circuler dans tout l'entrepôt. On va massifier. Si vous alimentez des pièces détachées dans un garage, pour les garages, c'est pas du B2C, mais pourtant, c'est des petites commandes aussi. Donc, c'est plus la nature de la commande qui va à un moment donné nous guider sur j'utilise tel process de préparation ou tel autre. Voire même, quelquefois, les moments dans la journée. Parce que massifier, c'est intéressant, mais à un moment donné, vous n'avez plus de quoi massifier. D'accord ? Donc, il faut regrouper des natures de commandes différentes pour continuer à massifier les monos, les multis ensemble, par exemple. Ouais. Voilà. D'accord, Olivier? Alors, moi, il y a peut-être deux pans qui peuvent être très spécifiques au B2C, c'est peut-être la partie personnalisation. Ouais. Par exemple, sur Orange, sur les opérations Orange, quand vous expédiez des séries de Livebox, vous avez le petit courrier personnalisé Jean-Philippe Guillaume qui doit tomber dans la boîte, le petit goodies qui va bien, etc. Donc, il y a l'aspect personnalisation qui est quand même, je pense, assez spécifique au B2C. Et ensuite, je rejoins François sur la partie préparation. On peut retrouver les mêmes process sur de la préparation de magasin ou entrepôt. C'est peut-être la partie expédition qui, selon que je fais de la livraison à domicile, que je remets à un transporteur, un type messagerie, ou que je vais affréter un camion mutualisé avec une livraison d'un magasin, je vais peut-être avoir des processus d'expédition ou de rangement sur le quai qui vont être peut-être un peu particuliers. Ouais. Quoi. Ah oui, d'accord. Oui, puis une des composantes du B2C, c'est que ce ne sont pas les mêmes transporteurs, qu'on veut beaucoup aider à la préparation en mécanisant, en automatisant, en mettant des robots. Donc il y a un enjeu sur l'intégration du WMS dans son écosystème de plateformes. On doit communiquer aussi avec des plateformes de commande en ligne, pas forcément avec les ERP des clients, parce que certains n'en ont même pas encore. Donc il y a un enjeu sur l'interfaçage et l'évolution des interfaces par rapport à un monde du business qui évolue très vite. On référence très vite un nouveau transporteur. Donc il y a des spécialistes de ça sur le marché, et le WMS est amené à se connecter finalement pour avoir un flux complet jusqu'à l'expédition, la remise au transporteur à partir de la réception de la commande X sources différentes. C'est une composante forte. Quoi. Ça, c'est que les deux goulots d'étranglement, c'est au départ, quand on a besoin d'ordonnancer les commandes et donc de mutualiser quelles commandes je vais regrouper par rapport à la volumétrie, par rapport à combien d'unités, et en emballage, et donc l'impression de la documentation des étiquettes de transport, et effectivement les points de personnalisation de commandes. Il n'y a pas de goulot d'étranglement parce que c'est quand même pas toutes les commandes e-commerce qui ont besoin, mais ces process qui sont assez fastidieux quand ça doit être manuel, et automatiser ces process-là de personnalisation, ça permet de vraiment gagner du temps. Donc ordonnancement, expédition, emballage et effectivement personnalisation, c'est les trois process qui prennent du temps d'entrepôt. Moi, je rajouterais un truc avec la mécanisation, où il faut se méfier de la mécanisation et des limites qu'elle peut amener. Trop mécanisé peut générer les machines ont des cadences nominales, et dès qu'on a des pointes, ça écrète et vous attendrez pour faire vos expéditions, quoi. Alors, c'est important dans l'analyse de trouver le bon équilibre entre ce que fait l'homme et ce que fait la machine, et parce qu'on est toujours obligé, dès qu'on est mécanisé, de dimensionner les machines au niveau le plus haut. C'est pour ça que généralement, on ne les dimensionne pas au pic parce que ça coûterait trop cher pour les quelques journées par an. On va les dimensionner en fonction d'une moyenne haute en fin de compte. Et par contre, c'est vrai que par exemple, les très fortes rotations sur du Black Friday, sur du e-commerce, on ne va pas les mettre dans les systèmes automatisés. On va plutôt les mettre. T'as raison. On pense le contraire, mais à tort, c'est qu'on va plutôt les mettre au sol, sur un système conventionnel, parce que ça va être beaucoup plus rapide de piquer et la machine à un moment donné ne va pas suivre. Donc, ça peut être intéressant de mettre les moyennes et les faibles rotations dans un mini-load, et par contre les grosses rotations sur un système manuel pour aller piquer manuellement. Donc on pourrait penser le contraire, mais c'est vrai que la réalité c'est plutôt... Les gros sites, nous on travaille comme ça.
Oui. C'est-à-dire que le A, il est fait sur la chaîne de préparation à gare, du pick to light, etc. Exactement, ouais. Et le B et le C, c'est l'Exotech qui va le chercher, c'est le Scalog, Le Mecalux. le Mecalux qui va chercher ça, et voilà. Pardon. On va prendre d'autres questions. Hervé? Quelles sont les stratégies en termes d'évolution des WMS, évolution technologique, apport de fonctionnalités, digitalisation, et la maîtrise de l'obsolescence, par exemple anciennes technologies type AS400 ou fin de vie du WMS? Je vais peut-être prendre la réponse. Sur la S400, je me sens visée. Il n'y a pas que toi. Le bon vieux, Je sais bien. le bon vieux, Ça tourne, le bon vieux ça démarre, AS400. Ça ouais. tourne. Ouais. On met une ergonomie moderne, beaucoup plus moderne. Mais c'est vrai que c'est un challenge parce que notamment il y a des anciennes technologies pour lesquelles on va avoir des challenges ne serait-ce que de recrutement de développeurs ou de gens qui connaissent ces vieilles technos. Bon, heureusement, c'est fait par un éditeur qui n'a pas non plus juste envie de laisser crever la techno sans proposer de solution. Donc, il y a des alternatives que l'on étudie. Et puis, je mentionnais tout à l'heure, beaucoup d'évolutions du WMS et notamment ce qu'attendent les clients en termes d'innovation, de plus de performance. Ça, ce sont des services basés sur l'intelligence artificielle qui, de toute façon, ne tourneraient pas en COBOL sur de la S400. Il faut les inventer et les développer directement sur du cloud public avec des nouvelles règles de développement, pas très techniques en tout cas. Et donc, on a des solutions qui sont de plus en plus hybrides, où l'essentiel de la valeur va être, de toute façon, basé sur des nouvelles technologies. Et le reste qui peut encore tourner sur des vieilles technos, ça va progressivement basculer sur des versions plus modernes de ces nouvelles technos, de manière à ce qu'on puisse continuer à les maintenir et les faire tourner. Mais avec l'immense avantage qu'elles ont, c'est qu'on en maîtrise les coûts, c'est une robustesse absolue. Il n'y a rien à dire. Et ça, pour la base des opérations, parce que pas pouvoir faire le planning des ressources pendant 2 semaines, on s'en remet. Pas pouvoir sortir une commande parce qu'on ne sait plus lancer une vague de préparation, là, c'est un petit peu plus embêtant. D'ailleurs, c'est la problématique du WMS. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas le choix, il faut que ça sorte. Si le produit ne sort pas, voilà. Et il n'y a pas d'alternative. Quand vous démarrez un APS, vous pouvez dire, allez, je démarre une famille de produits, je limite le périmètre et je ne prends pas de risque. Le WMS, c'est on-off. Rémi? On a toujours encore du iSeries chez Manhattan. C'est vrai qu'on estime qu'on a lancé la conversion de 20% de nos clients sur le SaaS. Donc il y a encore pas mal de clients qui sont utilisateurs de nos solutions historiques iSeries, notamment en Amérique du Nord. Mais c'est vrai qu'on est passé d'un mode où on avait, nous, une version par an, en termes d'innovation et de montée de version, une version par an majeure. Et nos clients, ils adoptaient une fois tous les 5 ans, parfois une fois tous les 10 ans. Et on a encore aujourd'hui des clients qui ont une version qui a 15 ans d'âge en production aujourd'hui, qui continue à fonctionner, qui ne coûte pas grand-chose à exploiter. À aujourd'hui une situation où tous les 3 mois, on livre une nouvelle version et tous nos clients, de manière complètement transparente, donc sans interruption de leur activité et de manière totalement indolore sans s'en rendre compte, ils passent à la dernière version. Donc ça change quand même la donne. En moyenne, nos clients, ils avaient avant un WMS qui avait 5 ans, on va dire. Aujourd'hui, ils ont un WMS qui a 3 mois. Donc ils ont la dernière version. Et c'est un mindset, on évoquait le déploiement tout à l'heure, qui est très intéressant à développer aussi dans les clients utilisateurs, d'amélioration continue, puisque désormais, l'innovation et l'amélioration de la performance, elle ne va pas venir uniquement des bonnes idées locales et des modifications du système que je vais apporter, elles vont aussi venir de l'éditeur et de la communauté de clients et de l'industrie. Donc, il faut qu'ils se branchent un peu plus à nous, notre communication, qu'ils écoutent leurs collègues et qu'ils soient aussi friands de comprendre en fait ce que nous met dans le système. Donc, ça change un petit peu la dynamique de nos projets. On est sur un marché de renouvellement là, où c'est surtout des primo-accédants qui vous contactent. Pour ce qui nous concerne, nous, c'est vraiment l'exception. Je pense que 95% de nos projets, c'est du renouvellement. Ouais. On a très peu de primo-accédants, mais aussi de par peut-être la structure de nos clients. C'est vrai que le WMS, c'est quand même des solutions matures. Donc aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on appelle primo-accédant? Est-ce que l'ERP avec une gestion de stock
qui passe sur un WMS est Oui, un par primo exemple. accédant Oui, ou pas. c'est ce Donc que de temps en temps, il y Ouais. a quand même beaucoup de choses qui font côté ERP, avec ce qu'on disait tout à l'heure, des spécifiques, des choses qui ont été développées. Donc il y a quand même un primo accédant qui a des fonctionnalités basiques du WMS. Donc c'est vrai qu'on est plutôt sur du renouvellement. Maintenant, on est sur du primo accédant WMS, on va Oui, dire, de d'accord. temps en temps. Je crois qu'il y a encore des questions. Avez-vous des exemples de clients 100% RFID et avez-vous des retours d'expérience? Oui. Nous, on a par exemple Spartoo, Oui. où on a mis, depuis le départ, même des fois depuis l'usine, Oui. chaque paire de chaussures est identifiée unitairement avec un code unique. Ce dépôt représente, en déployé 80 000 m². Oui. Il doit y avoir 2 millions ou 2,5 millions de paires de chaussures identifiées dans le stock, unitairement, en stockage chaotique, et entièrement RFID. C'est un prestataire qui gère ça. C'est Spartoo c'est en Spartoo. direct. Ah, d'accord. Justement, c'était une réinternalisation. D'accord. Et c'est un projet qu'on a fait avec eux. Et oui, et donc c'est ultra efficace parce que, en fait, quand ce dossier a été démarré, la performance n'est pas arrivée exactement où on l'attendait. Enfin, elle est arrivée déjà où on l'attendait, donc sur la productivité, mais surtout sur la qualité de service. On a un taux de qualité qui est à hauteur de une erreur pour 25 000 expéditions. Ouais. D'accord. Et puis surtout, c'est la partie service client. J'appelle, j'ai un problème. Non, il y en a beaucoup moins. Donc oui, nous, on a fait ça. On en a d'autres. On a démarré Ecoy dernièrement sur ce même principe. En fait, le textile est bien adapté en fait à ça. Oui, Voilà. c'est ça, c'est vraiment... Parce que dès que c'est autre chose, on a regardé sur d'autres domaines, dans la boisson, dans la bière, etc. Et c'est compliqué. Surtout que l'équipement, enfin, l'investissement dans la RFID de ces sociétés vient initialement d'un enjeu magasin, traçabilité, et ensuite la logistique se dit, bon, puisque le système est dans le produit, on va l'exploiter. Et on va essayer d'améliorer. Je n'ai pas encore vu, moi, de projet RFID qui se lançait pour des raisons d'améliorer la dans performance l'entrepôt, nous, c'était le cas. Ouais, pour Spartoo, ça a été un choix. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'étiquette, elle coûte quand même 10 centimes, en gros. Hein. Je fais simple, mais ou à peu près. Donc, on se pose la question, il faut la rentabiliser derrière. Donc, à l'époque, quand on réfléchissait sur le sujet, on met pas. Les bancos, on y va. Hein, c'est des entrepreneurs. Donc, ils ont dit, allez, on y va. Et ça a été génial. Mais c'est vraiment un RFID interne à l'entrepôt. Ouais. Et d'ailleurs, il faut vivre aussi avec les RFID que certains fournisseurs peuvent mettre. Donc il y a les bonnes étiquettes et les mauvaises étiquettes. Quand vous lisez dans un tunnel RFID, il vous remonte tous les codes, y compris ceux que vous ne voulez pas. Donc après, il faut retrier. Ça fait partie du sport de ce type de mise en place. Mais oui, c'est hyper efficace. Et ça simplifie les processus, mais de manière incroyable. En réception, vous identifiez ce que vous mettez dans les bacs, c'est comme ça que se fait l'entrée, et c'est vraiment très, 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 très simple. Allez, on va prendre encore une question. On note une concentration de plus en plus forte des acteurs de solutions WMS. Comment envisagez-vous l'avenir et l'évolution du secteur ? Alors, est-ce que BK System va se faire racheter? Certainement un jour, mais c'est pas à l'ordre du jour. Mais c'est vrai qu'on voit des gens qui achètent des sociétés, mais il y a un parc installé. Donc les solutions restent. Elles sont en concurrence. C'est assez particulier. Les gens qui basculent qui tuent des solutions et qui mettent qui définissent une solution unique pour la société. Pour l'instant, j'en ai pas vu. J'ai plutôt vu le contraire. Nous, des partenaires qui avaient des solutions, qui sont devenus partenaires BK et qui utilisent nos solutions pour faire de l'intégration. Pour faire plaisir à Isabelle, est-ce que l'IA va changer quelque chose au niveau des outils, des solutions, peut-être même justement des regroupements de sociétés? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est de nature à modifier un petit peu le paysage de l'offre?
Oui, ça va. C'est évident que c'est une opportunité. Même maintenant, t'as l'IA pour améliorer les processus d'anticipation, de planification. Moi, je pense que c'est surtout là que ça va jouer son rôle, peut-être même plus que dans l'exécution. Là, c'est des modèles. Alors, il paraît que c'est pas de l'IA, la recherche opérationnelle. Là, c'est dans l'optimisation. Donc, je ne sais pas si on peut mettre ça dans l'IA. En tout cas, c'est deux sujets qui améliorent. Enfin, c'est pas de l'IA générative, là. Et alors, il y a la GNA qui arrive et qui a une opportunité extra pour ce qu'on disait tout à l'heure, la montée en performance des utilisateurs. Que ce soit les key users pour aborder des paramétrages plus complexes, des fonctionnalités plus complexes. Quand on sort effectivement des nouvelles fonctionnalités, qu'on les met à disposition dans une release sur le SaaS, une fois qu'on a fait la release note, la doc utilisateur, le client, il n'est pas autonome des fois pour pouvoir l'intégrer. Et là, on commence à avoir des possibilités d'apporter la compréhension, sans que ce soit un consultant qui aille chez le client. Enfin, c'est un accès à l'information de manière hyper pratique qui va, je pense, effectivement accélérer. On parle de toutes ces innovations, des cahiers des charges qui exigent, au-delà du corps WMS, beaucoup de fonctionnalités. Mais au final, quand on voit le taux réel d'adoption, même de l'IHM, c'est que Générix qui a un problème avec ça, mais vous allez dans beaucoup d'entrepôts quand même, il y a encore beaucoup d'écrans verts. Et on nous demande de faire de l'IA dans le cloud. Je ne sais pas si toi aussi tu as beaucoup dit encore sur S400. Pourtant, on a des IHM qui sont plus en écran vert. Les attentes, elles sont énormes. Et il va se passer la même chose que pour le mobile. C'est vrai que les donneurs d'ordre, ils ne comprennent pas que la technologie ou des choses qu'ils voient au quotidien dans leur smartphone ou ne soient pas adoptées dans leurs outils professionnels. Donc c'est ça qui augmente l'attente. Il y a eu beaucoup de buzz autour de l'IA générative sur ce qu'elle était potentiellement capable de faire. Et d'apporter, oui. Voilà, donc du coup, il y a beaucoup d'attentes. Nous, on a livré ce que disait Isabelle sur l'aspect documentaire, aide à la configuration, donc un assistant pour converser avec, en gros, l'aide en ligne, ce genre de cas d'usage. Les attentes sont supérieures. Est-ce que ça va se traduire dans les faits? C'est un point d'interrogation. Parce que voilà, mais, on le disait tout à l'heure, les investissements sont importants. Donc, Je crois que Julien voulait intervenir. Oui. Pardon, non, je suis d'accord. Les investissements sont importants. À nous de les mettre en place ou des partenariats. Chez Mecalux, on a fait un partenariat avec le MIT pour se faire aider. Parce que tout seul, on ne va pas réussir parce que les attentes sont énormes. Donc, on a commencé aussi, pareil, c'est la configuration de paramétrage via un prompt oral pour créer un KPI, par exemple. Ça, c'est la première étape, mais on en attend beaucoup plus. Et on a besoin de se faire aider via des écoles où des professeurs sont spécialisés, qui travaillent sur l'IA à temps plein depuis des années pour encore aller plus loin. Je sais que vous travaillez aussi sur ces sujets. Oui. Alors, il y avait la question sur l'aspect concentration WMS. Donc, nous, on l'a vécu au premier chef, ce qui nous apporte quand même maintenant une capacité à répondre. On est quand même sur du grand compte. Donc, nos amis acheteurs, en général, aiment bien que la taille de l'entreprise soit suffisante pour répondre à certains appels d'offres. Donc, ça, je pense que c'est un phénomène qui va va continuer. Après, sur la partie IA, oui, moi, nous, on a travaillé donc sur le choix je sais pas comment dire, de l'hébergeur de données. Donc, on est parti sur les solutions GCP pour ce qu'évoquait Isabelle, c'est-à-dire une capacité à emmagasiner de la donnée, à la stocker et une puissance de calcul. Après, il y a quand même toute une courbe d'apprentissage. Notamment, on a 2 chantiers, nous, sur la planif avec AB Value, l'aide à la planification, et puis le slotting. Il y a un apprentissage aussi, parce que la puissance de calcul, c'est une chose, mais il y a une préstructuration des données avec des profils nouveaux, type data scientist, qu'il faut qu'on apprenne, nous, à intégrer dans nos processus de développement, parce qu'on sait très bien ce qu'on veut délivrer à notre client. Mais par contre, il y a une structuration intermédiaire avec des nouveaux métiers qu'il va falloir qu'on intègre pour avoir, au-delà de la puissance machine, la façon de structurer les données pour les requêter de manière efficace. Et donc, je pense qu'il y a une phase, là on est dans une phase vraiment d'apprentissage sur des cas très appliqués en logistique. Et puis l'AI, ça coûte cher, y compris en ressources chez les clients. Un modèle d'AI, il est performant à un moment donné parce qu'on l'entraîne et parce qu'on corrige les dérives que l'on y voit avec notre intelligence humaine. Si ça, c'est pas poursuivi dans le temps,
et ben, le modèle, il va se planter jusqu'à ce que ce soit la cata. Donc, c'est pas que du logiciel avec l'IA. Il faut quand Faut la même y nourrir. mettre une organisation autour, une gouvernance de la donnée et du modèle lui-même chez les clients. Eh bien, ça nous donnera l'occasion d'en redébattre, du sujet de l'IA dans quelques temps. Écoutez, cette émission va prendre fin. Merci à nos intervenants. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Nous vous donnons rendez-vous le 25 septembre, mercredi 25 septembre, pour une autre table ronde dans le cadre des mercredis de la supply chain consacrée aux produits de luxe. À très bientôt donc. Merci.